Euh, Yann, merci pour ton précieux temps. Franchement, c'est un honneur pour moi, vraiment. Je pèse mes mots de te recevoir sur cette chaîne de cinéma et on y reviendra un peu tout à l'heure. Euh, Cinéma parce que tu as commencé en tant qu'acteur dans la vie et puis ensuite tu as écrit, tu as photographié, euh, tu es devenu un explorateur. Tu fais énormément de grands reportages, hein, ta filmographie. Je dis filmographie même quand on parle de documents, parce que c'est important. Hein, il y a un certain sens de la cinématographie quand on fait des reportages comme les tiens, de cette ampleur-là. Home, Legacy, Human, et puis aussi, je me souviens des très populaires, l'Algérie vue du ciel et le Maroc vue du ciel. T'es vraiment un humaniste, un écologiste. Et ton dernier film, Legacy, c'était un peu le bilan d'une décennie après Home. Est-ce que le message il est encore plus fort aujourd'hui, fin 2022 et on arrive sur 2023? Le message, tu sais, c'est difficile de parler en fin de compte de ça aujourd'hui parce que aujourd'hui, les scientifiques nous parlent de la fin du monde. Et c'est pas un truc qui est facile à expliquer et à parler d'une façon cool et comme si c'était un truc normal, quoi. Aujourd'hui, il y a quand même 15 000 scientifiques qui te font un appel, qui parlent de la sixième extinction sur Terre et l'accélération dernièrement du changement climatique. Regarde, là, on est presque au mois de novembre. C'est le mois d'octobre qui a été le plus chaud depuis le début, quand on fait les observations de météo. Aujourd'hui, on ne peut plus nier que le changement climatique est là, quoi. Moi, je ne pensais pas voir de ma vie même, dans ma vie, le changement climatique. Alors, cet été, on l'a tous vu. Il y a le secrétaire général des Nations Unies, cet été, elle a fait deux, trois tweets, dont un qui est très très fort, qui dit c'est le secrétaire général des Nations Unies, c'est pas le patron de Greenpeace, qui dit voilà, j'ai lu dans ma vie des milliers de rapports, et celui-là est le plus angoissant que j'ai jamais lu de ma vie. Alors, c'est impressionnant de voir ça d'un quelqu'un à ce niveau-là. J'ai vu aussi, quand il était au Pakistan dernièrement, sur les inondations, qu'on fait des milliers de morts, en disant le monde vers un suicide collectif, vu notre utilisation des énergies fossiles. C'est quand même extrêmement clair ce qu'il dit, toi. Et aujourd'hui, on est dans un monde où on a l'impression qu'on ne peut pas arrêter la machine, cette machine infernale de la croissance, qu'on dépend tous de la croissance. En fin de compte, on est payé par la croissance, c'est la croissance qui paye nos routes, nos hôpitaux, nos écoles. Et il ne peut pas avoir de croissance sans énergie fossile. Donc, c'est très compliqué. On est là à hurler en disant Total, c'est des salauds, Patrick Pouyanné est pire que Hitler, il détruit la planète. On est tous à faire la queue comme des cons devant nos stations-service quand on manque d'essence. Donc on est complètement dans une espèce de paradoxe infernal. Et c'est très difficile aujourd'hui d'expliquer, d'en parler. Donc sur Legacy, j'ai essayé de parler avec du cœur, quoi, c'est d'amener une espèce de prise de conscience intime qu'on devrait avoir tous sur notre façon de vivre, quoi. Et on a besoin d'une révolution qui n'est pas scientifique, parce que les sciences, peut-être que les scientifiques vont inventer une fusion, voilà, une énergie sans fin. On n'y est pas encore, on est très très loin. Voilà, on ne pourra pas couvrir le monde de panneaux solaires et d'éoliennes. Donc, il ne faut pas trop rêver sur la science pour trouver des solutions. Elle ne sera pas économique parce que, bien sûr, l'économique n'a besoin que de croissance, donc elle a besoin que d'énergie fossile. En fin de compte, c'est malheureusement, on ne peut pas avoir d'économie sans énergie fossile. Et elle ne sera pas politique parce que euh, l'homme politique n'a qu'une vision électorale souvent, et je pense qu'on n'a pas donné à nos hommes politiques le mandat pour changer le monde, qu'on leur a pas donné le mandat. Donc en fin de compte, on est tous un peu responsables de ça, et c'est très très compliqué aujourd'hui de parler de changement climatique, de parler de changement climatique, de parler de ce que le GIEC dit. On parle quand même de fin du monde. C'est impressionnant, quoi. Moi, ça me sidère qu'on ne soit pas capable de réagir mieux. Alors peut-être que moi, je m'intéresse à ça plus que les autres, parce que je suis écolo depuis que j'ai 20 ans, voilà. Mais je suis assez sidéré de voir que notre façon de continuer exactement comme avant, quoi. Faut dire la vérité, c'est pas parce que là on trie nos déchets ou voilà, Ouais. et on fait bio qu'on change beaucoup de choses, même si c'est important. Mais voilà, et en fin de compte, je pense que l'optimiste est un outil indispensable devant euh, pour trouver les solutions. Il faut y croire. Si moi, mon fils et mon petit-fils avaient un cancer du cerveau, comme disait, il n'y a que 3% de chance qu'ils s'en sortent, je me battrais pour ces 3%. Et aujourd'hui, on est un peu là-dedans. On est un peu dans une espèce
là, les chances de nous en sortir sont quand même de moins en moins grandes. Et on le sait tous. Enfin, ceux qui s'intéressent à l'écologie, gens qui ne s'y intéressent pas du tout, mais on sait très bien, inconsciemment, parce que c'est rabâché à la radio, à la télé, en permanence, qu'on va vers un monde difficile et compliqué. Et Legacy, j'ai essayé de dire ce que je pensais profondément, en expliquant pourquoi c'est en train d'arriver. Et en fin de compte, Legacy, c'est aussi l'histoire incroyable et fantastique de l'humanité, quoi. L'homme est quand même une espèce absolument inouïe et qui a fait des choses incroyables. Donc on pourrait penser qu'on peut aussi arriver à trouver une solution à cette espèce de fin inéluctable qui nous est dit par tous les scientifiques. Je vous conseille d'écouter un type qui est formidable, Aurélien Barraud, qui est un scientifique de Grenoble, qui parle très très bien de ça. Peut-être la personne qui en parle avec le plus de sincérité, et qui est un vrai scientifique, voilà, qui parle en tant qu'être humain et non pas en tant que scientifique. Et il a un discours, je trouve, extrêmement fort, peut-être encore moins optimiste que le mien, parce que moi je crois, voilà, je suis quelqu'un d'optimiste même si tout ce que je dis de nature, voilà, mais c'est compliqué d'être optimiste aujourd'hui, c'est vrai. Mais tu as utilisé un mot fort que je trouve qui est très intéressant. Tu parlais de paradoxe aujourd'hui. Alors, on parle effectivement de crise climatique. Il y a la crise sociale aussi. Les gens sont dans une espèce de paradoxe, j'oserais appeler même de schizophrénie, parce que il faut prendre au sérieux les menaces. Les gens aujourd'hui, je veux dire, tu parlais d'élection tout à l'heure. On élit quelqu'un pour un programme politique peut-être plus social que environnemental. Mais il faut que les gens prennent conscience que va y avoir des gestes à faire, j'imagine, forts pour l'avenir, quoi. Tu parlais tout à l'heure de faire le tri sélectif, c'est bien, mais c'est pas assez. Mais je me souviens de cette phrase dans Home, c'était écoute l'histoire de l'humanité, enfin de la Terre, et décide ce que tu veux faire de ton histoire, en fait. C'est quoi? Il y a une urgence, parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a aussi un paradoxe dans la transition écologique. Ceux qui veulent bannir les énergies fossiles, on entend beaucoup, hein, voilà, cette espèce de guéguerre entre les écolos, le nucléaire, pas le nucléaire. Et je pense que les gens sont dans ce paradoxe-là parce qu'ils sont perdus et savent plus trop quoi faire. Et ils doivent aussi penser à malheureusement continuer à vivre comme ils le font pour remplir leur frigo, pour vivre dignement. Et ils doivent aller à la station d'essence, alors que derrière, comme tu l'as dit, on tape sur les grands patrons qui exploitent le pétrole. Il y a cette espèce de schizophrénie. Comment on va arriver c'est-à-dire à définir les choses? Moi, je me pose la question des fois. C'est la question que tout le monde se pose, hein. La question, malheureusement, personne n'a trouvé la solution. Aujourd'hui, la solution est certainement c'est une révolution spirituelle. On a besoin, tu vois, de savoir qu'est-ce que moi je peux faire, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, où est-ce qu'est le bien que je fais pour le monde, où est-ce que fait le mal. En fin de compte, les choses sont assez simples, hein. Mais même quand moi, la guerre en Ukraine, par exemple, quelque chose qui me sidère. Il y a un film qui vient de sortir qui s'appelle Tranché. Est-ce que tu as vu ça? Je l'ai vu moi, j'ai la chance de recevoir les films du César. Et il y a un documentaire qui s'appelle Tranché qui est sur J'ai pas encore vu. Non. La guerre en Ukraine, qui a été fait il y a quelques années, et qui est un film formidable. Comment est-ce qu'aujourd'hui, et je regardais l'autre jour un rapport invraisemblable sur le viol en Ukraine en ce moment, un truc qui est passé aux Nations Unies, quoi, vraiment des rapports sérieux. Mais comment est-ce que l'homme peut faire ça aujourd'hui, quoi? Qu'est-ce qui lui permet de faire ça, quoi? On est dans une espèce d'incompréhension totale. Et donc, je dirais que c'est même la façon. Moi, je suis bien sûr, tu as bien compris, quelqu'un je suis végétarien, j'aide L214. D'ailleurs, j'ai vu un truc d'Adjani hier, formidable sur l'élevage de chèvres, formidablement angoissant, je dirais. Et aujourd'hui, on est dans un espèce de monde où on est dans la banalité du mal. C'est-à-dire, hein, c'est un mot célèbre qui a fait une philosophe israélienne au moment du projet d'Eichmann. La banalité du mal. On prend l'avion, c'est pas grave. On mange de la vie industrielle, c'est pas grave. Tu vois, tu mets du diesel dans ta bagnole, c'est pas grave. C'est vrai que c'est pas grave parce qu'on en a besoin. On va pas tous supprimer le plaisir. Mais quelque part, il y a une espèce de réflexion à dire qu'est-ce que moi je peux faire? Comment moi, en tant qu'homme, en tant qu'être humain, je peux changer les choses? Et même si ça sert à rien du tout, ben moi j'aurais fait ma part. Et je suis un peu là-dedans aujourd'hui de me dire
bon, ben, le monde est tel qu'il est, faut l'accepter. Ouais. Et moi, j'ai envie de changer les choses et voilà, et j'essaye à ma petite façon. Et je pense qu'aider les associations de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Tout ça est pas si difficile que ça en fin de compte. Mais moi, j'ai, je sais, tu vois. Et quand on sait, c'est différent. Il y a beaucoup de gens qui savent pas. Ils savent pas parce qu'on est surpris dans le quotidien. Des gens qui lisent pas beaucoup de rapports scientifiques. On est dans un monde comme un petit peu, tu vois, De consommation rapide, voilà. d'information rapide aussi. Voilà. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément envie d'entendre en plus. C'est beaucoup plus facile de se dire tout va bien, on va trouver la solution et de continuer comme avant que de se dire que. Et je crois que c'est. Et moi, je vois beaucoup de jeunes de 16, 17 ans, 18 ans, extrêmement courageux, qui, dans leur famille, dans leur école, se battent et ont décidé, eux, de changer les choses, qu'ils ont pris conscience. Et je pense que d'avoir 20 ans aujourd'hui, c'est pas d'avoir 20 ans comme j'avais, moi, 20 ans. Quand j'avais 20 ans, moi, on avait peur de rien. Même toi, on n'avait pas ça sur la. Je sais pas quel âge tu as, Ali, à quel âge? Je vais avoir 40 ans en décembre. Mais c'est vrai, il y a 20 ans en arrière, on n'avait pas peur de ça. Ah, on pensait pas. Aujourd'hui, avoir 20 ans, et si tu as la chance que tout le monde ne fait pas, faire les études, d'avoir le temps de réfléchir, tu n'es pas dans le monde du travail, tu réfléchis, tu lis, tu parles des problèmes, c'est super angoissant le monde qu'on prépare aux jeunes. Et quelque part, et tu as beaucoup de jeunes qui aujourd'hui refusent. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une conférence à l'école polytechnique de Lausanne, ou même Polytechnique France d'ailleurs, mais à Lausanne, où j'ai fait une conférence. 50% des jeunes qui étaient là étaient végétariens, et écoute bien, 50% ne prenaient plus l'avion. Des gens de 20 ans. Et à l'école polytechnique de Paris, où j'étais à Saclay, je n'étais pas très longtemps, il y avait 30% de gens végétariens et environ 40% de gens qui n'avaient plus prendre l'avion. Donc tu vois, il y a vraiment une chose quand même. Alors c'était des jeunes, bien sûr, qui étaient venus m'écouter, qui étaient déjà concernés. C'était pas peut-être toute l'école, mais quand même, on sent qu'aujourd'hui, il y a chez les jeunes une espèce d'écho. Prise de conscience. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire Et il y a même un radicalisme en moment très fort qui est en train d'arriver. Toi, les gens qui se collent les mains sur la route, qui bloquent les. Pas dernièrement, nous on fait un film en ce moment qui s'appelle France, une histoire d'amour. C'est un film qu'on fait entièrement à l'iPhone et un film cinéma. Et je rentre, on va à travers la France rencontrer les gens qui font des choses. Voilà. Je vais voir dernièrement une fille qui faisait un camion abattoir où les animaux sont abattus dans les champs, donc il n'y a pas de stress, et voilà, et c'était, voilà, avec tous les problèmes administratifs qu'elle a dû régler, financiers, très très compliqués, et bon, c'est un acte courageux de faire ça, et on va à la rencontre de gens qui, avec Cédric Héroux, qui accueille des réfugiés, une bonne, voilà, un médecin de 70 ans, ou même plus que ça, 80 ans, qui ne veut pas partir à la retraite, parce qu'il n'a pas trouvé de remplaçant, voilà. Tous ces gens qui font plus que les autres, qui veulent aider. Et on travaille avec ces associations Extinction Rebellion, où tous ces jeunes qui sont très radicaux. Et donc, dernière rénovation, ils se collent les mains sur la route, ils bloquent les autoroutes. Et on ne peut pas leur enlever leurs mains, il faut que les pompiers viennent. Mais ça fout un bordel infernal. J'ai vu l'autre jour sur le pont à Neuilly, il y avait des milliers de bagnoles bloquées. Les gens deviennent fous. Il n'y a plus de solution. Ils ne comprennent pas pourquoi ces jeunes, ils n'ont que cette solution-là pour montrer leur colère. Alors bien sûr que c'est maladroit, on peut discuter est-ce que c'est utile ou pas, mais ils n'ont que ça, quoi. Ils n'ont que d'emmerder le monde dans lequel on vit pour le bloquer, pour dire attention, les énergies fossiles sont en train de nous tuer. Et moi, je suis un écolo un peu perdu parce que je me suis dit, quand j'ai fait le film Home, je me dis on va tous comprendre ce qu'il faut faire, on va réduire notre consommation. Voilà. Quand j'ai fait Home, on consommait 90 millions de barils de pétrole par jour. Aujourd'hui, on en consomme 115. Donc tu vois, on est complètement dans un paradoxe inouï. Et il y a des pays en voie de développement qui doivent dépenser, qui doivent polluer. Mais nous, malheureusement, je pense qu'on peut vivre mieux avec un peu moins. Mais tout ça, c'est compliqué. Et aujourd'hui aussi une chose, c'est qu'aujourd'hui, on est un peu perdu dans tout ça, quoi, entre les rapports scientifiques, la science. Aujourd'hui, il faut vraiment être. Et on est dirigé par des gens qui comprennent pas toujours tout ça. Quand tu es un homme politique, tu passes ton temps à être élu, à gérer toutes les pressions autour de toi. Est-ce que tu as le temps vraiment de te documenter et de savoir? Je pense que ce mélange d'incompétence, parce qu'ils sont souvent incompétents, nos hommes politiques, et de pouvoir, c'est un cocktail extrêmement toxique, c'est les gens qui nous dirigent. Alors c'est compliqué, mais moi je suis persuadé qu'aujourd'hui, c'est seulement aujourd'hui, maintenant, que les hommes politiques prennent conscience du changement climatique. Surtout, on va arrêter les énergies fossiles, surtout parce qu'on n'en a plus à cause de la guerre en Ukraine. On ne va pas le faire par éthique, par morale ou par besoin. C'est assez étonnant, mais bon, on est dans un monde extrêmement compliqué à comprendre, je trouve. Il faut faire avec. Il faut faire avec ce qu'on est, et faire le maximum. Et moi, je me dis, tu vois, alors je le dis, c'est un peu nunuche, que je vais dire un peu bébête, mais
Moi, j'ai passé mon temps à chercher la beauté autour du monde, tu vois, à chercher la beauté Ouais. du monde, tu vois, des montagnes, des animaux, des rivières, des forêts. Vraiment, j'étais à la recherche de la beauté pour mes films et pour mon travail. Mais c'est quoi la beauté, en fin de compte? La beauté, c'est les gens qui font, c'est les gens qui donnent, c'est les gens qui partagent, c'est les gens qui vivent avec ça. Parce que cette beauté, c'est une beauté, pas une beauté morte, mais c'est une beauté qui n'est pas, qui peut rien changer. Tandis que les gens qui se battent, les gens qui donnent, les gens qui partagent, voilà, ça m'impressionne. Et cette beauté-là, non, elle s'appelle l'amour. Et je pense qu'aujourd'hui, je parle beaucoup comme aujourd'hui, dans toutes mes interviews, je parle d'amour. Est-ce qu'on aime assez la vie? Est-ce qu'on aime assez nos enfants? Est-ce qu'on aime assez ce qui se passe autour de nous pour vraiment, voilà, vraiment avoir envie de le changer? Et tous mes films, en fin de compte, derrière tout ça, il y a de l'amour. Il y a l'amour des gens, même les gens qui font ce que tu veux pas, l'amour de la vie autour de soi. Et je pense que la seule façon de l'accepter, c'est d'être dans cette bienveillance. C'est pas facile, hein, mais je découvre ça en vieillissant. Voilà. Ben, c'est la sagesse. Mais c'est en fait, on comprend en fait que la Terre, elle a des milliards d'années, elle se suffit à elle-même. L'homme, non. Euh, il a, en fait, on maîtrise les énergies fossiles depuis 100 ans, quoi. Vraiment. Enfin, même moins. Mais tu sais, l'énergie fossile nous a amené un confort dont on n'a même pas idée. C'est les gens qui nous regardent, par exemple, en ce moment. Euh, si on avait fait cette conférence en 1850, c'est pas si longtemps que ça, c'est presque, Ah oui. mais c'est loin quand même. À l'échelle de l'histoire de la Terre, il n'y a pas si longtemps que ça, effectivement. 2 personnes sur 3 seraient des paysans. 2 personnes sur 3 travailleraient dans les champs. Avant qu'il y ait l'énergie fossile, aujourd'hui, un paysan, il peut travailler tout seul sur 300 hectares. Avant, il y avait des centaines de personnes dans les champs parce que grâce à ses tracteurs, grâce à ses engrais, aux céréales modifiées, grâce aux pesticides, écoute ça, il produit 500 fois plus qu'un paysan tout seul. Tout seul, il produit 500 fois plus. Donc le confort nous amenait, pareil pour le transport. Bon, tu vas à Tahiti en 24 heures, avant il fallait 3 mois. Mais tout ça aujourd'hui nous amène à on estime qu'un litre de pétrole, c'est comme 100 personnes qui travaillent une journée. La puissance, 1 litre de pétrole. Et je vous conseille de regarder les conférences de quelqu'un qui est Jean-Marc Jancovici. Jean Covici, J-A-N-C-O-V-I-C. Regardez ça parce qu'il vous explique tout ça de façon incroyable. Et ce confort, comment s'en sortir? Comment revenir en arrière? C'est très très compliqué et on n'a pas la solution. Et la solution, on la trouvera tous ensemble. C'est une intelligence collective qui la trouvera. Moi, j'ai fait un film qui est sur YouTube. Je parle beaucoup, excuse-moi, mais bon. Non, je t'en prie. C'est pour ça que tu fais une vidéo. On a fait un film sur les 150 de la Convention citoyenne. C'est 150 Français qui ont été choisis par hasard pour réfléchir à nos problèmes aujourd'hui sur l'écologie, en gros. Et ces 150 Français qui connaissaient rien du tout, au bout de 7 week-ends, sont devenus plus radicaux que moi je le suis. Ce qui fait que quand il y a l'intelligence collective, il y a l'éducation qui va avec, l'échange. Je vous conseille de regarder ce film sur YouTube. J'essaye de faire des films gratuits et de les mettre sur YouTube. Sur YouTube, et d'ailleurs, ouais, on t'en remercie parce que, alors ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas super commun dans l'industrie parce que, voilà, il y a les problèmes de streaming et aujourd'hui, mais donc ça, c'est vraiment, je pense que tu fais aussi une grande part en faisant ça. On a inventé ça avec Luc Besson, quand on a fait Home, quand j'ai fait mon film Home, j'avais vraiment dit à Luc qu'on va essayer de faire un film qui soit gratuit pour tous, qui sorte le même jour sur Internet, la télévision et au cinéma. Et au départ, il était contre, et en fin de compte, il est rentré dans le projet et il a géré ça formidablement. On dit que Home, ça a été vu près de 600 millions de personnes aujourd'hui, c'est absolument incroyable, tu vois. On a fait un prime time en Chine, tu vois, avec une actrice chinoise, et un prime time en Chine, c'est 200 millions de personnes, tout à cette époque-là, il y a 15 ans. Mais et on a essayé de continuer. Je vous conseille de regarder, mon avis, mon meilleur film qui s'appelle Human, H-U-M-A-N. Regardez la version de réalisateur, de director cut, on appelle ça, qui fait 3 ans. Et c'est vraiment, c'est gratuit aussi. Legacy, malheureusement, on n'a pas pu le faire parce qu'on était avec M6. Woman, par exemple, on est rentré un film formidable sur les femmes qui a été tué par le Covid complètement. Parce que il est sorti une semaine avant le Covid, après les cinémas ont fermé, après il est passé à la télévision, les cinémas n'ont pas voulu le reprendre, et c'est vraiment un film qui a été, alors c'est un film formidable, et je peux pas le mettre gratuitement sur YouTube parce qu'il y a un distributeur. Quand on rentre dans le système du cinéma, c'est bien beaucoup plus compliqué, et j'essaye le maximum d'en sortir. C'est marrant que tu dises ça parce que il y a l'urgence de faire des films qui informent les gens et qui ont vocation vraiment
enfin, je veux dire, ce que tu fais, c'est de l'information, ça sert l'humanité. Et puis tu rentres dans un système qui s'appelle le show business, qui est régi par des lois qui vont à l'encontre du message que tu as envie de délivrer. Donc, c'est à devenir fou quand même des fois, j'imagine. Un film, il faut trouver de l'argent, il faut que les gens s'en sortent. Voilà. Je sais bien, on a un système compliqué, mais en même temps, il fonctionne, et le cinéma français, comme heureusement, incroyable pour faire des films. Il faut reconnaître aussi que moi qui reçois les films des Césars, il n'y a quand même pas beaucoup de très bons films. Voilà. Il y a quand même un paquet de comédies un peu, je vais être un peu dur, mais un peu médiocre. Voilà. Bah, non, mais tu peux le dire, c'est une chaîne libre de cinéma, et tu sais, le public s'en rend compte, il y a l'argent du CNC, il y a l'argent public qui est utilisé aussi pour faire des films. Voilà, donc non, il n'y a aucun souci. L'argent du CNC, c'est pas vraiment l'argent public, hein, c'est l'argent des billets de cinéma, voilà. Ouais. Voilà, c'est l'argent du cinéma, enfin, mais c'est un très bon système. C'est l'argent du cinéma, c'est vrai. Mais c'est encore un autre système que le système américain, c'est ça qu'on veut dire, parce que quand même, Et grâce à ça, le cinéma français est extrêmement, voilà. Heureusement d'ailleurs. Tu parlais tout à l'heure que tu étais à la recherche de la beauté de la Terre. Et j'avais quand même une question, parce que c'est vrai que tes reportages sont... c'est une imagerie, en fait. Il y a une imagerie quand même, il y a une cinématographie assez incroyable. L'utilisation aussi des drones, hein, je crois que tu as été l'un des premiers aussi quand même à... On a travaillé avec la Cineflex. Cineflex, c'est une caméra américaine extraordinaire qui est fixée sur l'hélicoptère avec un système de stabilisation inouï, avec un très gros télé. Tout le film Home a été fait avec ça, le film Human a été fait avec ça. C'est des caméras assez compliquées, d'ailleurs des caméras que tu n'as pas le droit d'emmener en Chine normalement, c'est ces caméras qui servent aussi pour l'armée américaine. Enfin, tout le monde le fait, mais bon... Sinon, les Chinois vont la copier, du coup. Voilà. À mon avis, ils l'ont fait depuis longtemps, mais c'est beaucoup des caméras de surveillance, et c'est assez extraordinaire. C'est une caméra inouïe qui permet de travailler en hélicoptère avec un très gros télé, environ à 2000, ça correspond à 2000 mm, qui correspond en appareil photo, qui permet de faire des vues de loin sans que les gens te regardent et sans que les gens soient tous en train de regarder, faire bye-bye, quand l'hélicoptère arriver, ce qui est un peu souvent le problème. Et depuis 5 ans, c'est vrai qu'on a complètement arrêté ça et qu'on travaille avec des drones. Moi, je travaille beaucoup avec DJI, qui est la marque de drones. Oui, c'est super. J'ai travaillé avec ça aussi. Et c'est assez extraordinaire. Mais c'est inouï maintenant de voir, comme je me suis emmerdé pendant des années pour avoir des autorisations de vol, des hélicoptères et tout, et que maintenant, tu as un petit drone qui est gros comme ça. Le dernier Mavic 3, le petit là, qui fait même pas 400 grammes, ce qui fait que tu peux t'en servir sans avoir le permis, quoi. C'est ce dont je me sers, qui filme en 4K, c'est assez inouï, quoi. Et ça a changé. Ça, c'est une technologie absolument inouïe, je trouve, le drone. Et tous les photographes aujourd'hui ont un drone dans leur sac. Je pense que je pourrais plus faire le film Home aujourd'hui. Et d'ailleurs, on a un projet pour le 2024, on fait un grand projet avant les Jeux Olympiques sur l'état de la planète. Comme je viens de faire un film là, sur la biodiversité en France, j'ai demandé à tous les gens en France qui filment les animaux de nous envoyer des images. On a reçu 700 heures d'animaux. Donc, on a fait un film, je crois, très marquant en tout cas, sur qu'est-ce que c'est que les animaux sauvages autour en France. Et je voudrais faire la même chose sur un état de la planète avec tous les dronistes du monde qui m'envoient des images. On lance le projet là bientôt. Je trouve que j'aime bien travailler en collectif. Je m'aperçois qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin d'une intelligence collective pour trouver des solutions. Et moi, j'ai pas la solution tout seul. C'est ensemble qu'on va trouver. C'est génial. Est-ce qu'il y a quand même un endroit qui t'a le plus impressionné? Je te pose cette question parce que moi, j'avais découvert l'Algérie vue du ciel, et c'est vrai que c'était un documentaire qui m'avait vraiment intéressé parce que c'est un pays qu'on peut pas explorer comme ça. Moi, j'ai eu la chance d'y aller, mais il y a des endroits qu'on peut pas explorer. Et puis à un moment donné, tu te retrouves, on a l'impression d'être sur Mars ou dans Star Wars. L'Algérie vue du ciel, c'est une histoire incroyable parce que c'est compliqué, mais quand j'avais fait la Terre vue du ciel, les Algériens m'avaient invité à faire un livre sur l'Algérie, et j'avais adoré le pays. L'Algérie est vraiment un des plus beaux pays du monde. Hein. C'est incroyable. Tu sais que la distance Paris-Alger est plus petite que la distance Alger-Tamanrasset, donc tu vois la taille du pays quand même, et avec des décors incroyables. Et surtout, c'est un pays où il y a une grosse envie de France. Partout où tu vas, les gens te parlent, t'accueillent. Il y a une espèce et c'est un pays compliqué et dur, avec une administration très dure, tu vois. Mais les gens de la rue sont souvent des gens très, très ouverts. Et moi, j'ai jamais été accueilli si bien qu'en Algérie, je le dis souvent, alors que je connaissais pas du tout. Et on a fait ce film.
l'Algérie vue du ciel, que tous les Algériens connaissent. Je sais pas, quand je prends un Uber à Paris et que le mec il dit mon nom, il dit Bertrand, c'est vous qui avez fait l'Algérie. Souvent, il arrête sa bagnole en plein de la circulation pour faire une photo, un selfie pour envoyer à sa mère, tu vois, à tel point. Et quand le film est sorti, j'ai reçu des milliers de messages d'Algériens. C'était incroyable. On a réussi à faire un film avec Michael Pitio, qui avait écrit le film avec moi, où on amenait un peu compliqué, parce que tu avais la guerre, l'Algérie, tu avais les anciens pieds noirs, tu avais le FLN, tu avais les Algériens qui vivaient en France. Tout ça était compliqué à gérer, toi, parce que c'est comme il y a quand même une espèce de sensibilité assez inouïe, d'ailleurs. Et on a réussi à faire un film, et tous les Algériens connaissent. C'est certainement le film que j'ai fait le plus connu. Oui, c'est vrai. À l'Algérie, alors que j'en ai fait beaucoup d'autres, parce que ça a vraiment touché au cœur les Algériens, et surtout ils ne connaissaient pas leur pays. Parce que les Algériens, en fin de compte, voyagent très peu. Le gars qui habite Oran, il ne va jamais à Tamanrasset, voilà, il reste. Et surtout, c'est un pays magnifique, avec énormément de choses à raconter et à dire. On avait un projet de faire il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu un appel de la présidente algérienne pour qu'on fasse un film en Algérie, style Human, et je leur ai dit, je veux bien le faire si j'ai la liberté totale. Et là, ils ne m'ont pas rappelé. Donc voilà, peut-être. Il ne faut pas dire non avant, peut-être qu'ils n'ont pas le temps. Oui, il y a toujours une marge de négociation, mais c'est sûr que j'imagine que ça se discute. Ça. Et j'adorerais faire ça. Voilà. Ah, mais il est incroyable. Il y a franchement des images qui sortent. On a l'impression de films de science-fiction. Je reviens, on est quand même sur une chaîne de cinéma, et il y a un truc qui m'a interpellé quand même. En 2009, donc, sort Home, et en 2009, sort le plus grand succès de l'histoire du cinéma contemporain, enfin du cinéma tout court, c'est Avatar de James Cameron. Et James Cameron, je fais ce parallèle avec toi et James Cameron, parce que vous devez, je pense, avoir à peu près le même âge. Et James Cameron, au-delà d'être un artiste, un immense artiste de cinéma, d'entertainment, c'est un scientifique, c'est un explorateur aussi. Celui qui a fait Titanic, qui est descendu un nombre innombrable de fois dans l'océan. Et dans son film Avatar, il parlait justement de terriens qui allaient sur une autre planète pour explorer et voler le minerai d'une autre civilisation. Et cette civilisation, elle vit en parfaite harmonie avec la nature. C'est-à-dire, elle vit... et ce film était incroyable. Mais il y a toujours des rêves comme ça, un peu utopiques, le rêve Mais Avatar porte des vraies valeurs, et bien évidemment. Voilà, c'est ça. Les cinémas américains, je ne sais pas si... Mais en tout cas, ça porte des valeurs très optimistes sur le monde et sur les valeurs de vivre ensemble, bien évidemment. Mais Cameron, c'est un génie. Hein, c'est un génie. Moi, j'attends d'ailleurs le nouvel Avatar avec plaisir, en patience. Il porte vraiment des valeurs. Et je pense que de toute façon, le cinéma, en général, ne s'intéresse pas assez à tout ça. Voilà, je pense qu'il y a je me souviens, quand j'avais été remis un prix au César il y a quelques années, où j'avais dit, c'était en 2009 ou un truc comme ça, où j'avais dit, parlant de la responsabilité du cinéma qui était vu par des centaines de millions de personnes et qu'on parlait pas assez d'environnement, j'avais fait un bide, mais total, toi. J'avais Jeanne Moreau devant moi qui levait les yeux au ciel pendant que je parlais. Je pense que malheureusement, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce serait plus pareil. Aujourd'hui, bien sûr, le cinéma est plus engagé, mais il n'y a quand même pas... Et quand tu cherches des acteurs, bien sûr, tu as DiCaprio, mais je pense qu'il est sincère. Hein, je pense qu'il est sincère, mais bon, c'est compliqué. Il faut arrêter de prendre des jets, arrêter de prendre l'avion. Tu vois, c'est difficile de faire d'acteur de cinéma si tu joues à la petite Greta Thunberg. Parce que des Greta Thunberg, tu n'achètes plus un vêtement neuf, tu pars envoyer aux États-Unis. Et je pense qu'il n'y a pas assez de gens comme Greta Thunberg. Ça, c'est évident. Voilà. Mais si je peux me permettre, je pense que tu as plus de points en commun que ça avec un James Cameron et tu pourrais peut-être faire quelque chose avec quelqu'un comme lui. Je trouve que ce serait incroyable. Il a vraiment ce côté écologique. Je pense qu'Avatar 2 va mettre le point encore plus là-dessus. On va explorer encore le domaine de l'eau apparemment de cette planète. Et c'est un vrai film écologiste en fait, Avatar, parce qu'on parle d'un peuple qui vit qu'avec sa nature. Et il y a un point en commun comme ça avec toi, je trouve. Oui, mais ouais, je sais. Je pense que je suis plus direct et plus simple que lui pour parler d'écologie. Non, mais bien entendu, parce qu'on est aussi dans la fiction, mais c'est intéressant, je trouve. Attends, mais de réussir à parler à des centaines de millions de personnes, c'est quand même assez impressionnant. Voilà. Mon chéri, je te donne encore ça. Non, mais voilà, on a exactement. Yann, écoute, merci très sincèrement pour ton temps si précieux. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer en vrai.
parce que aussi, voilà, je crois moi aussi aux vraies rencontres, et je remercie aussi cet ami en commun, Thierry, et merci d'avoir fait le lien très rapidement. Et je Non, vois aussi le travail qu'il fait avec toi, et c'est incroyable. on a créé des. Allez, tu peux mettre le lien du site si tu veux. Je vais te Bien l'envoyer sûr, je mettrai tout dans la description. de Rewild, qui est un endroit où on est en train de. On a 28 hectares qu'on a acheté avec ma famille. J'ai mis en association et ces 28 hectares vont rester un endroit protégé où on ne pourra plus jamais chasser. Je dirais presque sacré. Voilà, je vais t'envoyer le lien, tu verras. Et Thierry nous a fait des très très beaux dessins dans une pièce d'abeilles. Voilà, sur la vie des abeilles, c'est assez fantastique. Il faut savoir qu'il y a 1000 espèces d'abeilles en France et il n'y en a qu'une seule qui fait du miel, t'imagines? Il n'y a qu'une seule espèce qui fait du miel sur les 1000 espèces. Du moins, Incroyable. pas qui fait du miel, sur lequel qui sont adaptés pour nous donner du miel à travers les ruches. Voilà. J'ai eu la chance de voir quelques croquis comme ça. Il m'a montré un petit peu comme ça sur son téléphone. Je fais, oh là là, c'est incroyable. Je veux voir ça en vrai, de mes yeux. Mais ça sera ouvert au public dans 1 an et demi. Donc, c'est super. Et moi, je crois beaucoup à l'être humain. Je pense qu'on a tous en nous, alors c'est un peu con de dire ça, mais je pense qu'on a tous en nous, c'est dans le film Bigger Than Us de Flore Vasseur, qui était à Cannes l'année dernière, il y a une petite fille de 16 ans qui réussit à changer la constitution au Malawi, où les filles se mariaient dès qu'elles avaient leurs règles, et elle arrive à changer les choses. Et on lui dit, mais comment tu as fait à 16 ans Elle a fait des manifestations où les filles se mariaient, donc à 12-13 ans, ne pouvaient plus aller à l'école. Et donc le gouvernement de Malawi a décidé qu'on ne pouvait plus se marier avant 18 ans. Et donc elle a changé la constitution à 16 ans, t'imagines? Et alors on lui dit, mais comment tu as réussi à faire ça? Et elle dit d'une façon très simple, elle dit, mais on a tous en nous quelqu'un qui est beaucoup plus fort que soi, qu'on doit libérer. Et je pense que devant le problème de ce qui se passe aujourd'hui, de cette catastrophe annoncée, on peut faire sortir cette personne et essayer de se battre tous ensemble pour un monde meilleur. Voilà. Sur ces mots, je te remercie, Yann, et je te dis à très bientôt, et tu reviens quand tu veux sur la chaîne, et merci pour ton temps. Et j'espère qu'on avancera tous ensemble, en tout cas. Et merci encore une fois. Je vous embrasse, je vous aime, et à bientôt. Salut. Au revoir, Yann.